Donc, du coup, Tom, c'est bon. OK. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Pour information, la soirée est filmée. Elle va être enregistrée et mise sur notre site assez rapidement. Donc, si l'ensemble vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Donc, merci à Dominique Méda et à Cécile Duflot d'avoir accepté l'invitation. Donc, je ne vais pas faire comme si je ne les connaissais pas. Donc, je vais les tutoyer parce qu'en fait, l'une et l'autre, elles ont aussi accepté d'être membres du comité scientifique du Forum Vie Mobile, qui est l'institut de recherche sur la mobilité que je dirige avec Christophe Gay, qui est dans la salle et qui interviendra à la fin de la soirée. Donc, la soirée est organisée en 3 temps. Tout d'abord, une table ronde. En réalité, je pense qu'on partage quand même beaucoup de choses sur le diagnostic. Finalement, ça va plutôt être des points de vue, des angles d'analyse de la question qui vont être exposés plutôt qu'un débat contradictoire. Ce serait pas juste. Ensuite, l'exposé va durer 1 heure. Ensuite, on aura une demi-heure de questions-réponses avec la salle, puis une performance artistique. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, la visite de l'exposition qu'on a monté avec le collectif de photographes Tendance Floue pour montrer en fait la diversité des modes de vie et de la diversité de la place des déplacements dans les modes de vie des Français. Alors, ce qu'on peut peut-être dire, en fait, donc ce que je disais, c'est qu'on partage, on va dire, le même souci, c'est-à-dire que je dirais, quitter la société actuelle dans laquelle on est pour passer à une société plus écologique sans s'affranchir de résoudre la question sociale. C'est vraiment ce qui nous anime, on va dire, toutes les trois, nos instituts, nos administrations, nos sociétés, nos ONG respectives. Et donc, pour vous présenter, donc, Cécile Duflot, tu préciseras en fonction de ce que j'aurais oublié, mais disons que tu as mené 2 vies. D'abord une vie politique, en particulier où tu as œuvré à la structuration du parti écologiste Europe Écologie Les Verts tel qu'il est actuellement, dont tu as été la secrétaire nationale. Tu as eu des mandats nationaux, en étant député, puis ministre de l'égalité des territoires et du logement. Et puis, tu as entamé une 2e vie en tant que directrice d'Oxfam France, où là, en fait, la préoccupation principale de l'ONG, tu en parleras sans doute, c'est peut-être de s'interroger, de voir comment faire pour lutter contre la vulnérabilité des personnes un peu partout sur la planète, en particulier dans un contexte de réchauffement climatique. Donc, tu interviendras au fur et à mesure de la conférence, je dirais avec toutes ces casquettes-là, sans limite. Et Dominique, donc toi, je dirais, tu es sociologue du travail, tu diriges l'Institut Lirisso à Dauphine. Tu as toujours souhaité, ce n'est pas si commun dans le monde de la recherche, je dirais, lier en fait les questions de recherche académique avec celles des politiques publiques pour essayer d'œuvrer entre autres à la transition écologique et sociale. Et en particulier, tu présides l'Institut Veblen, qui réunit des économistes non orthodoxes, on peut dire, qui travaillent, je dirais, sur ce sujet-là. Alors, donc juste avant de commencer, Dominique disait, mais toi, tu es toujours optimiste. Alors, c'est vrai que cette semaine, on est un peu dans une séquence un peu tragique. On est à J+2 du dernier rapport du GIEC, qui n'est pas très, pas très rassurant, qui alerte encore plus sur la question écologique, si tant est qu'on pouvait alerter encore plus. Et puis, on est à J-3 des élections présidentielles en France, du premier tour. Et c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur le fait que pas un grand média papier, pas un grand média télévisuel n'a fait un débat entre les candidats sur la question climatique, si on accepte le débat du siècle organisé sur Twitch, et en particulier sous l'égide de Cécile. Ça, c'est la séquence actuelle qui n'est pas extrêmement rassurante. Malgré tout, le propos de toute la table ronde, c'est quand même
au-delà du diagnostic que l'on peut partager, qui commence à être quand même relativement bien connu, de voir en fait si on n'a pas des pistes à mettre sur la table. Et si ce n'est pas pour le premier tour des présidentielles, eh bien peut-être pour la suite, et puis pour en débattre aussi avec vous. Alors moi, en tant que directrice du Forum Vie Mobile, notre sujet de recherche, c'est la mobilité. C'est vraiment la place des déplacements dans les modes de vie. Et ce sujet-là, en fait, il est tout à fait fondamental au regard de la transition écologique et sociale. Alors, pour le dire d'un mot, les émissions liées au transport des marchandises, circulation des marchandises et déplacement des personnes, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et malgré les nombreuses politiques publiques qui sont quand même menées depuis on peut dire, plusieurs décennies, les émissions continuent d'augmenter. Donc ça ne vient pas tellement nous rassurer. Alors peut-être qu'on a quand même des pistes, parce que les politiques publiques qui sont menées, elles visent essentiellement à, on va dire, elles visent deux leviers. La technologie, comment on peut améliorer la performance du carburant, la performance des véhicules, comment on peut... voilà, donc c'est vraiment l'innovation technologique. Et le deuxième levier, c'est toujours la fiscalité. Donc c'est ces deux grands leviers qui sont évoqués. Et nous, en fait, ce qu'on s'est dit, puisque en fait, la première phase du Forum Vie Mobile, on analysait les résultats de recherche, on essayait de les faire partager. Puis après, on s'est dit, mais il faut qu'on aille plus loin. Donc on a lancé un forum citoyen. Et donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que si on demande l'avis aux gens, finalement, ils n'auront pas un autre avis sur les politiques publiques à mener, et peut-être ils donneront d'autres directions que celles qui sont retenues actuellement. Donc ce qu'on vous propose pour lancer la table ronde, c'est de vous passer une vidéo qui a été construite pour lancer les débats avec les citoyens sur la question de la mobilité, et en particulier à la suite d'une grande enquête qu'on avait menée, et qui montrait que quand on interroge les gens dans les sociétés occidentales, ce à quoi ils aspirent, c'est plutôt ralentir et vivre en plus grande proximité. Et donc, d'une certaine façon, pour nous, on se dit, ça peut quand même peut-être converger avec la question écologique. Donc, vous allez voir, en fait, dans la vidéo, les trois angles qui vont être évoqués pendant la soirée. Donc, cet angle de comment on fait avec les citoyens et est-ce qu'ils ne sont pas porteurs de pistes que l'on pourrait suivre. La question des inégalités, parce que les inégalités en termes de déplacement sont significatives, et bien au-delà de la question des déplacements, bien sûr. Et puis le troisième sujet, la question de l'emploi et des entreprises, puisque quand même notre société, elle est quand même très organisée, très structurée par l'économie. Et il se trouve que le premier forum citoyen était sur les mobilités liées au travail. Donc c'est une façon d'entrer dans le débat. Aller au travail. Revenir du travail, aller faire ses courses, aller faire du sport, aller au cinéma, aller voir ses proches, aller en week-end. Chaque semaine, en moyenne, nous consacrons 10 heures à nous déplacer. Plus d'une journée de travail hebdomadaire. Et dans ces 10 heures, nous parcourons toujours en moyenne 400 km. Un Paris-Lyon ou un Rennes-Bordeaux englouti en 7 jours. Avec 31% des émissions, le secteur des transports est le premier émetteur de gaz à effet de serre en France. Et 2/3 de ces émissions sont liées au transport de voyageurs. Il est plus que temps de questionner nos mobilités. Devinez ce qui nous amène le plus à nous déplacer, le travail. 41% du temps que nous passons en mouvement et 45% des kilomètres que nous avalons sont liés au boulot. Il y a les allers-retours quotidiens, domicile-bureau, bien sûr, mais ce n'est pas tout. Plus d'un quart des travailleuses et travailleurs en France, 27%, exercent un métier par définition mobile. Routiers, ambulancières, éboueurs, conductrices de train. 13 autres % ont un emploi qui les force à se déplacer souvent. Commercial, infirmiers, hommes et femmes de ménage. Au total, en plus de devoir se rendre au boulot, 40% des travailleurs doivent se déplacer pour accomplir leurs tâches. Ils et elles parcourent 45 à 120 km par jour. Une charge conséquente qui pèse le plus souvent sur les plus bas salaires. Et vous allez rire, ces déplacements nous rendent plus sédentaires que jamais. Qu'il s'agisse de voitures, de trains, de trams ou de métro, nous voyageons principalement assis et notre santé s'en ressent. Nous n'avons jamais aussi peu bougé alors que les temps de trajet s'allongent.
Entre 1995 et 2015, la durée des déplacements domicile-travail a augmenté de 10 minutes. On a beau se déplacer de plus en plus vite, on ne se déplace pas moins pour autant. La vitesse gagnée n'a qu'un objectif, aller toujours plus loin et non pas libérer du temps. Dommage. Il faut dire que nos injonctions contemporaines sont loin de prôner la sobriété en matière de mobilité. Se déplacer plus pour gagner plus, voilà un adage vendeur. Or, de nombreuses études montrent qu'au-delà de 30 minutes, ces trajets provoquent fatigue et stress. Chez les grands mobiles, les travailleuses et travailleurs se déplaçant le plus, les taux de divorce sont plus élevés que la moyenne. Les déplacements liés au travail sont même le premier motif d'insatisfaction des actifs. La mobilité est portée en étendard comme un symbole de liberté, sauf qu'après des heures au volant et coupé de ses proches faute de temps libre, le burn-out n'est jamais bien loin. Les pouvoirs publics, champions des objectifs ambitieux en matière d'environnement, nous invitent donc à nous déplacer plus. Joie des paradoxes. Mieux, ils misent sur la métropolisation. Vous savez, cette vieille idée selon laquelle plus on rassemble d'habitants, plus on optimise les trajets. Eh bien non. C'est dans les petites et moyennes villes, entre 10 000 et 50 000 habitants, que les temps de trajet et les distances hebdomadaires sont les plus courts, 9h20 par semaine et 370 km. En revanche, sur une métropole de 200 000 habitants, les compteurs explosent, 11h20 passées à se déplacer et plus de 420 km parcourus. Quant aux entreprises pourvoyeuses d'emplois, elles ignorent souvent que 50% de leurs émissions de gaz à effet de serre sont liées au déplacement de leurs employés. La question des trajets domicile-travail est généralement peu considérée et pour les déplacements professionnels, le choix d'un moyen de transport écologique est rarement une priorité. La vitesse avant tout. Citoyennes et citoyens sont ainsi écartelés entre un impératif d'emploi impliquant des temps de trajet à rallonge et un désir profond de ralentir. Que ce soit pour répondre à l'impératif écologique ou simplement pour profiter d'un temps réellement libre. Il est temps de réinventer la place du travail dans nos villes et dans nos vies afin d'adapter nos déplacements à nos besoins et non l'inverse. Donc pour lancer en fait la première, la première partie de notre table ronde sur la question démocratique, puisque c'était un peu c'est une partie du titre de la conférence, la transition écologique peut-elle être démocratique ? On a en tête, pour lier en fait le sujet démocratie, mobilité, etc. On a en tête le mouvement social des Gilets jaunes qui a marqué le quinquennat qui vient de se dérouler. La réponse, on a beaucoup parlé de quelle est l'acceptabilité sociale donc pour la population d'une augmentation du prix de l'essence. On en reparle en ce moment pour d'autres raisons. Et quand même, le gouvernement a fait beaucoup de... finalement, il a pris au mot quand même la question en essayant en innovant, en organisant un énorme débat dans toute la France sur... donc là, pas spécialement sur la question de la mobilité, mais plus généralement sur la question des territoires, un petit peu tout sujet confondu, on va dire, et puis qui a débouché sur la Convention citoyenne pour le climat. Donc du coup, je te pose la question, Dominique, en fait, comment tu vois cette séquence-là ? Grand débat, Convention citoyenne pour le climat, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer pour la suite ? Merci Sylvie et merci pour l'invitation. Alors peut-être je commence, avant d'en venir à la Convention citoyenne pour le climat, je remonte un petit peu avant à cette affaire d'augmentation du prix du carburant et de taxe carbone dont on reparle aujourd'hui. Donc la taxe carbone, elle a été suspendue en 2018 à cause du mouvement des Gilets jaunes et c'est un instrument que les économistes adorent puisqu'ils considèrent en effet qu'en augmentant le prix de l'énergie, la consommation va baisser. Donc c'est un instrument plébiscité par les économistes. Le problème de cette taxe carbone, vous vous souvenez, c'est qu'elle était régressive, c'est-à-dire qu'elle elle pesait plus sur les plus modestes que l'augmentation du carburant qui a donné lieu à ce mouvement. Elle s'est faite par surprise, sans aucune consultation, sans aucune concertation, sans rien, et également sans mettre en place des alternatives pour aider les personnes. Alors évidemment, on ne met pas en place des transports en commun comme ça brutalement, mais bref, ça s'est fait quand même. Enfin, je pense que il faut qu'on en tire les enseignements parce que c'est une des plus mauvaises politiques publiques qu'on ait connues ces dernières années quand même. Et ça explique la brutalité de la réaction qui me semble parfaitement
compréhensible, puisque ces personnes, elles étaient confrontées à une double inégalité, une inégalité verticale à cause de ce caractère régressif de la taxe, et une inégalité horizontale, puisqu'on sait très bien qu'entre des gens qui habitent à Paris et qui peuvent profiter des transports en commun et ceux qui habitent dans le rural ou le périurbain, évidemment, c'était complètement différent. Donc il y a eu cette réaction avec ce mouvement des Gilets jaunes qui a profondément aggravé, me semble-t-il, la situation sociale, qui a été quand même très maltraité, mal pris en compte. Et là encore, je pense que c'est une mauvaise politique publique. Alors, en effet, ça a débouché sur le grand débat d'une part, et sur la Convention citoyenne pour le climat. J'ai eu la chance d'être observatrice de cette convention, et évidemment, c'est un instrument vraiment très intéressant qui nous a appris beaucoup de choses. D'abord que quand on consulte les personnes, y compris des personnes qui au départ étaient, pour certaines, presque climato-sceptiques, ou qui n'y connaissaient strictement rien, on voit qu'à la fin, les personnes sortent extrêmement convaincues, intelligentes, informées, et que donc c'est évidemment comme ça qu'il faut procéder. Le malheur, évidemment, c'est que là encore, vraiment, on a une série là, de politiques publiques effrayantes, mais le problème, c'est que ces personnes ont magnifiquement travaillé, magnifiquement réfléchi, donc travaillent avec les experts, des dossiers qui étaient vraiment extrêmement bien faits, ils ont travaillé en petits groupes, et ils ont abouti à des propositions extrêmement intéressantes, mais qui n'ont pas été suivies d'effet, puisque souvenez-vous, il y a eu les 3 jokers, dont le 110 km/h et d'autres mesures, donc 3 jokers d'Emmanuel Macron, et puis qu'ensuite la loi climat n'a pas du tout repris dans son ambition les propositions qui avaient été faites. Donc il me semble que tout ça, on peut vraiment tirer beaucoup d'enseignements, à la fois sur la manière dont on doit mener des politiques publiques. C'est impossible de mener des politiques publiques comme ça sans... Je dirais, sans connaître presque intimement les conditions de vie des personnes, et sans co-construire ces politiques avec eux. À l'évidence, il faudrait multiplier ce genre d'arènes pour construire avec les personnes ces politiques publiques. Et maintenant, si on regarde la manière dont tout ça a été pris en compte dans les programmes des présidentiables actuelles, évidemment, là encore, c'est une énorme déception, parce qu'on voit bien que cette question du changement climatique, elle aurait dû, et des politiques à mettre en œuvre, elle aurait dû occuper la totalité du débat. Parce que c'est vraiment, ça doit être la politique mise au cœur et autour de laquelle les autres doivent s'articuler. Politique sociale, évidemment, aménagement du territoire, etc. Et bon, on l'a vu avec le rapport du GIEC. Alors moi, je ne sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais j'étais relectrice du rapport du GIEC, et j'étais notamment relectrice donc de ce rapport qui vient de sortir, le 3e, et notamment d'un chapitre qui portait sur la demande. Et donc j'étais très contente, parce que c'était une des premières fois, en effet, où on allait parler de la demande, des mesures à mettre en place, etc. Et bon, j'avais fait pas mal de critiques, parce que finalement, je trouvais le rapport un peu tiède. Et j'ai aussi relu le résumé pour les décideurs, que je trouvais également très, très tiède, parce que moi, ça fait très longtemps que je critique le fait qu'on ait des sociétés fondées sur la croissance, et que si on veut prendre au sérieux ces questions de changement climatique, mais c'est à une véritable révolution qu'on est appelé. Donc moi, je parle de reconversion écologique, et je parle de reconversion écologique parce qu'il me semble qu'il faut à la fois un très profond changement de mentalité, de paradigme, presque de représentation, de cosmologie, on dirait, si on veut parler comme d'Escola, c'est-à-dire c'est quoi le rapport entre humain et nature. Il faut réintégrer, réencastrer l'humain dans la nature, et puis un tas de reconversion professionnelle, reconversion industrielle, etc. Et il me semble qu'on a aujourd'hui qu'on n'est pas du tout dans la bonne direction, et qu'on n'a absolument pas pris la mesure du gigantisme du chantier qu'on doit engager. Et juste pour rester sur la question démocratique, en fait, qu'est-ce que tu dirais que finalement les gens sont plutôt plus radicaux que les politiques, que les entreprises, que l'administration,
et donc peut vraiment, je dirais, contribuer activement, ou est-ce que tu es plus sceptique? Par exemple, est-ce que si tu partages je sais pas, donc une autre expérience comme celle de la primaire populaire, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je dirais pas qu'ils sont plus radicaux, mais ce qui est passionnant, et ce qui était passionnant dans cette assemblée, c'est qu'il y avait vraiment toutes sortes de personnes, des tout jeunes, des vieux, toutes catégories socio-professionnelles confondues, et ces gens, ils venaient avec leurs connaissances, leur mode de vie, leurs expériences personnelles, et donc disant bah moi j'ai un poêle à bois, bah moi j'ai un ceci. Donc, et ça c'était absolument passionnant parce que c'était une très grande richesse de venir avec leurs propres questions, parce que c'est malheureusement, je suis désolée de le dire, mais parce que j'ai fait une première partie de ma carrière dans l'administration, donc j'ai côtoyé tous ces gens qui prennent des décisions, peut-être moins que Cécile, mais quand même. Ce qui est absolument dommageable, c'est qu'on a l'impression que les politiques publiques, elles sont conçues vraiment par des personnes qui jamais ne vont essayer de se rendre compte ou de prendre connaissance de la manière dont les gens vivent, et vivent réellement, avec des petits salaires, en étant obligés de se déplacer, en ne pouvant pas faire autrement, etc. Et ça, la manière dont les politiques publiques sont organisées, avec souvent simplement des chiffres, des tableaux, des modèles, ça efface complètement cette richesse-là. Et ça, c'est très, très, très embêtant. On sait que c'est Bercy, en gros, en général, qui prend les décisions, qui finit par prendre les décisions, dans les réunions interministérielles notamment. Et ça, c'est vraiment extrêmement grave. Et c'est là tout l'intérêt, me semble-t-il, de ces nouvelles arènes dans lesquelles les gens peuvent venir avec leurs préoccupations. Et de ton côté, Cécile, donc, on va dire que tout ce qui est démocratie participative, les écologistes ont toujours été plutôt en avance en fait pour l'association des citoyens, la participation locale. Est-ce que tu as l'impression que on va dire que ça prend, que ça se déploie, ou à contrario, on entend de plus en plus un discours plus autoritariste en fait, donc qui continue qui dirait plutôt l'inverse, qui dirait plutôt que la population c'est un obstacle à la transition écologique. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, alors il y a deux choses. D'abord, on peut avoir un débat théorique sur cet aspect-là. Est-ce qu'il vaut mieux être dictatoriaux? Mais moi, par conviction, je m'y refuse. Donc je ne m'autorise pas ce débat théorique. Et par ailleurs, même si on l'autorisait, je pense que la capacité de blocage, elle est tellement supérieure à toute capacité autoritaire. Il y a des centaines d'exemples dans l'histoire. Pardon, c'est mieux comme ça. Et il y a des centaines d'exemples dans l'histoire qui montrent qu'en fait, la capacité de faire partager une décision est essentielle. Alors, pour moi, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est celui de la temporalité. Le temps électoral, ce n'est pas celui de la crise écologique, à deux titres. C'est-à-dire que les responsables de politiques qui vont dégrader la situation ne seront pas en situation de rendre des comptes au moment où on verra les conséquences. Ceux qui ont décidé des politiques productivistes dans les années 70, 80, pour certains d'entre eux, ils ne sont plus là, ou sinon ils sont à la retraite, tranquilles, et on ne va pas leur demander des comptes. À l'inverse, ceux qui devraient prendre des décisions, qui seraient des décisions avec un impact difficile sur les populations, mais dont l'effet serait positif, ils seraient positifs à échéance 5, 10, 15 ans, c'est-à-dire pas forcément avec un retour sur investissement électoral. Et donc là, il y a quand même une difficulté. Donc je pense que la capacité qu'on a de dépasser cette difficulté, c'est justement de tricoter une façon différente de prendre la décision. Enfin, je n'oppose pas la démocratie participative et la démocratie représentative. En revanche, je suis très consciente que le vote seul, qui est devenu en fait presque la démocratie, ça se résume au vote, et je parle bien du vote, y compris dans un cadre participatif. C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que le vote, ça tend les positions. Même quand on essaye des scrutins différents, si c'est des scrutins décisionnaires, ils ont tendance à crisper les positions et à aboutir à des stratégies de vote. L'autre élément, c'est que, alors tu parlais de l'échéance de dans 3 jours, on verra, mais on annonce une abstention très importante, différenciée selon l'âge, et très très élevée, en tout cas les dernières élections l'ont montré, chez les jeunes. Ce qui pose quand même un sujet de rapport à l'exercice du pouvoir collectif. Ceux qui ont travaillé sur cette abstention disent que la raison majeure
et que ceux qui ne votent pas considèrent qu'en fait voter ou pas ne change strictement rien, qu'on élit les mêmes, qui font la même chose, qu'on décide jamais. C'est pour ça que dans le bilan un peu sévère que je tire en tant que DG d'Oxfam du quinquennat qui vient de s'écouler, l'expérience de la Convention citoyenne est pour moi très intéressante, à 2 titres. D'abord sur l'élaboration de la décision, c'est-à-dire que la capacité d'élaborer des positions collectives par la discussion, en prenant le temps de faire converger les positions, me paraît bien plus efficace que la tyrannie des 51%, en disant on a voté ces 51% et les autres on casse terre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui n'a été très peu utilisé par les journalistes, un peu parce qu'ils faisaient des reportages, c'est le fait de changer les porte-paroles des décisions. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, que ce soit un concessionnaire automobile qui dise bah, écoutez, moi je suis pour le fait qu'on ne vende plus des SUV au-delà de 1,5 tonne, et moi je suis pour la vitesse limitée à 110, et je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que la force de l'expression par ce type de personnes, la capacité que ce soit entendu par des gens qui lui sont proches ou par des gens qui diront « Ah quand même, si c'est quelqu'un comme lui qui dit ça, ce sera écouté différemment ». Et donc, je crois vraiment que là, il y a eu une étape qui a été complètement ratée, c'est de tricoter la mise en œuvre avec les parlementaires, en respectant ce consensus qui était né et en expliquant que les porte-paroles de la décision, là, en fait, la Convention, elle a travaillé, elle a fait un rapport, elle a apporté ses propositions. En majesté, le président de la République, dans son jardin, a dit « Bon, bah, j'ai écouté, ça je prends pas », alors qu'il leur avait délégué la responsabilité. Et là, le truc s'est complètement grippé. Mais ça peut montrer qu'une façon inverse de faire les choses, où on rate pas cette dernière étape, peut être extrêmement productive et permettre de dépasser la difficulté que je pointais juste avant sur la question électorale et sur la grande dimension, le long terme, pardon. Ensuite, il y a un élément, mais je vais faire totalement écho à ce que Dominique a dit, sur le fait que des politiques de transformation écologiste qui répondent aux enjeux du climat doivent se faire dans un cadre de justice sociale, sinon on aboutit au même blocage, ne serait-ce qu'après on peut considérer, comme je le considère ou d'autres, que c'est un horizon politique intéressant de travailler sur la justice sociale, mais même si on veut réfléchir uniquement d'un point de vue d'efficacité, et la taxe carbone l'a bien montré, ça n'est pas possible de ne pas prendre en considération ces 2 dimensions, mais aussi de considérer que la politique publique, c'est 3 choses. 1, c'est la fiscalité, qu'est-ce qu'on taxe pas, à quelle hauteur, et pourquoi. 2, c'est l'investissement ou la commande publique. Si, par exemple, on décide que toutes les cantines scolaires, tous les hôpitaux, tout le monde n'achète que du bio, ça va avoir un impact direct sur la production bio. Donc, la commande publique et l'investissement, si on fait des autoroutes plutôt que des trains. Et enfin, troisièmement, la règle, la législation, ça c'est autorisé, ça c'est interdit. On ne peut plus prendre l'avion pour telle distance, on ne peut plus vendre des voitures de telle taille, enfin, etc. Et on vit avec cette règle. Et je pense qu'il faut absolument que les politiques publiques soient conçues en intégrant ces 3 dimensions. Parce que si on n'utilise que l'outil fiscal, ben on arrive à des situations de blocage, parce que vous aurez beau surtaxer l'énergie, par exemple, ben à un moment, les gens ils ont besoin de se déplacer, ils n'ont pas de solution alternative. Si vous proposez une solution alternative, ça c'est l'autre élément positif, on est quand même une espèce qui n'a pas beaucoup d'avantages biologiques, on ne sait pas creuser des terriers, ni grimper aux arbres, ni courir très vite, ni tout ça. On ne sait pas trop faire ça, on n'a pas de carapace... Mais en revanche, on a une capacité à l'optimisation sous contrainte, comme disent les ingénieurs, très élevée. Et on a une capacité à comprendre ces contraintes aussi. On l'a vu, et la pandémie l'a montré, qu'on a été capable d'avoir un changement de mode de vie avec une rapidité, une ampleur qu'on aurait eu peine à imaginer avant. Mais ça montre bien qu'on a cette capacité-là. Alors, est-ce qu'il faudra un méga feu qui traverse toute la France pour qu'on se dise qu'il faut réagir? J'espère pas, mais quand on lit les rapports du GIEC depuis 1990, comme c'est mon cas, franchement, c'est pas très rassurant. Mais je crois qu'en fait, on a les éléments si on arrive à tricoter ces 2 dimensions. Et une lecture que j'ai trouvée assez éclairante est celle du politiste Vincent Tiberge, qui dit justement qu'il ne faut pas opposer démocratie participative et démocratie représentative, qu'en fait la manière dont on exerce le pouvoir, dont les élus exercent le pouvoir, peut être réinterrogée,
peut être différente de celle d'une délégation totale pour une durée limitée. Et à ce titre, je vous ferai part d'une petite boutade que j'ai entendue dans la bouche du président des Verts luxembourgeois, qui fêtaient leurs 30 ans. Et ils fêtaient leurs 30 ans, donc à 10 ans à peu près, ou 15 ans, en présence du grand-duc du Luxembourg. Et le président lisait le texte fondateur des Verts luxembourgeois, donc dans les années 80-90. Et dans ce texte, il revendiquait une république luxembourgeoise et l'abolition du Grand-Duché. Et tout ça devant le grand-duc qui souriait. Et il a dit, on a un peu changé, il faut dire. Et il a dit, mais sachez-le, alors je ne sais plus comment on dit monseigneur, ou, enfin je ne me souviens plus du titre exact du grand-duc quand on lui adresse la parole, mais nous préférons un grand-duc démocrate qu'un empereur à durée déterminée, comme l'est le président de la République de nos voisins français. Et c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'on a cette idée que, et notamment avec la concentration qu'a permis la Ve République et le fait qu'on a aussi totalement dévitalisé le Parlement, que en fait, tout se concentre dans les mains d'une seule personne, et quelles que soient ses qualités, immenses ou pas, c'est impossible de gérer les choses seul. Et je vais aller sur un dernier point. Pour moi, il y a une question vraiment fondamentale qui est celle de la cohérence. Alors on pourrait dire l'exemplarité, mais c'est vrai que quand ERDF dit qu'il faut qu'on éteigne ses ampoules chez soi, et que si tout le monde éteint une ampoule, on économise l'équivalent de la consommation électrique de Toulouse, en fait on peut trouver une adhésion. Mais si quand vous faites ça et qu'en face de chez vous, il y a un panneau publicitaire avec un écran lumineux, voire deux, qui toute la nuit défile, il y a un truc qui ne marche pas. Et donc je pense que cette question de la cohérence qui va aussi avec, pour une part, moi je ne suis pas de celles qui pensent qu'il faut des saints laïcs qui soient élus et que tout le monde est parfait, imparfait, vit avec ses contradictions, mais il faut aussi un peu d'exemplarité. Et donc cette idée de cohérence et d'exemplarité, c'est ce qui, à mon avis, c'est ce qui fait vivre la démocratie de manière différente. Donc bon, alors effectivement, donc nous, c'est vrai qu'avec notre Parlement citoyen, on essaye de porter les propositions des citoyens. On a quand même le sentiment qu'ils ne portent pas forcément les questions de la même façon. C'est ce que je disais, c'est ce qu'on voit un peu dans la vidéo, par exemple en préconisant de ralentir. Pour l'instant, il y a quand même, on n'entend pas trop ce mot d'ordre, ou il n'y a pas de politique de ralentissement. Il n'y a aucun parti, quel qu'il soit, qui le porte. Donc malgré tout, sans opposer du tout démocratie participative, représentative ou autre, on a l'impression quand même que ce qui est produit n'est pas forcément de même nature, en fait, et que ça peut se nourrir l'un l'autre. Voilà. Donc sur notre deuxième axe, les inégalités. Donc là, en fait, nous, donc ce qu'on met sur la table, en fait, en termes de mobilité, c'est qu'elles sont vraiment très importantes. Alors, on sait qu'on a un schéma général. Plus on est riche, plus on se déplace, donc plus on pollue d'une certaine façon. Donc c'est à la fois un résumé juste et en même temps un résumé un peu facile, parce que bien entendu, on peut être riche et très peu se déplacer au quotidien, et être modeste et devoir se déplacer énormément tous les jours, en particulier pour le travail. Donc le problème, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu faire l'exposition qui est à côté, hébergée par les Cités internationales des arts, c'est vraiment pour montrer la diversité des modes de vie sur les différents territoires, un peu en fonction des métiers, en fonction de l'âge, en fonction du territoire dans lequel on vit. Donc si on fait un focus sur les inégalités en termes de déplacement, on a entre le Français qui se déplace le moins en temps chaque jour et celui qui se déplace le plus, il y a un rapport de 1 à 30. Donc c'est déjà beaucoup. Et si en fait on se pose la question sur les déplacements en distance, c'est-à-dire en combien de kilomètres, celui qui se déplace, le Français qui se déplace plus, il se déplace 60 fois plus que celui qui se déplace peu. Donc d'un seul coup, on voit un peu l'ampleur du problème. Et quand on sait que c'est en fait en moyenne le Français qui faisait au 19e siècle 4 km par jour, il en fait désormais 60, on se dit que le changement de système, il est colossal. Et que même si les modes actifs dont on parle beaucoup, marche, vélo, etc., peuvent répondre à une partie du sujet, passer à une société écologique, en termes de déplacement, c'est vraiment un changement de système assez colossal.
Alors effectivement, vous l'avez évoqué l'une et l'autre, la taxe carbone, le problème c'est que, on va dire, elle est à peu près indolore pour les gens qui ont les revenus les plus élevés et bien sûr elle pèse énormément quand on a des revenus modestes. Et effectivement, pour rejoindre ta question sur la cohérence, le problème c'est que comment faire, je dirais, admettre que l'essence qui est déjà extrêmement taxée doit l'être encore plus, alors que par exemple le kérosène ne l'est pas. Donc ma première question est pour toi, Cécile. Comment en fait vous à Oxfam vous voyez cette question des inégalités? Comment en fait on peut la prendre dans une perspective de transition écologique? Alors, pour dire d'abord, le chemin d'Oxfam de vouloir s'attaquer à la question des inégalités commence d'abord par la volonté de s'attaquer à la pauvreté, ce qui est le combat historique d'Oxfam. Et alors, cette question des inégalités est venue à l'agenda petit à petit. Mais aujourd'hui, c'est des institutions aussi révolutionnaires que la FMI ou la Banque mondiale qui disent deux choses. Un, que les inégalités et leur accroissement au profit des ultra riches est l'élément de déstabilisation violente majeure des sociétés. En 2019, avant la pandémie, il y a 45 pays dans lesquels il y a eu des mouvements sociaux qui allaient de manifestations jusqu'à des émeutes liées à cette question des inégalités. L'autre élément, c'est que c'est l'outil le plus utile pour faire régresser la pauvreté, bien plus que la croissance, ce qui va faire plaisir à Dominique. Et l'autre élément encore plus intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre la richesse et les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, alors les chiffres varient entre ce qu'a publié le GIEC suivant les modes de calcul, mais on est entre 40 et 52%, ce qui est le chiffre Oxfam d'il y a 2 ans, des émissions de gaz à effet de serre qui sont le fait des 10% les plus riches. À l'inverse, les 50% les plus pauvres n'émettent que 10% des émissions de gaz à effet de serre. C'est sur la planète. Ça, c'est sur la planète. Mais ce rapport-là, un peu écrasé, mais similaire, se retrouve aussi au niveau national. Pourquoi ? Parce qu'une partie des émissions, notamment, et nous, notre exercice a été de se dire qui sont les responsables. C'est-à-dire, c'est quelles clés qu'il faut utiliser. Donc vous l'avez bien montré, les transports, et essentiellement les transports de voyageurs, par exemple. On parle beaucoup du fret, c'est vrai, c'est un sujet, il faut s'y attaquer, mais si on ne s'inquiète pas de cette question voyageurs, et notamment de l'impact du transport en véhicule individuel, on passe à côté d'un élément. Mais nous, on a publié un rapport il y a quelques semaines maintenant sur l'empreinte carbone des milliardaires français, parce que par les parts qu'ils détiennent dans leurs entreprises ou dans leurs groupes familiaux, ils ont un impact qui est un impact considérable. Alors, le top 3, c'est dans l'ordre Gérard Mullier, Rodolphe Saadé et Emmanuel Beignet. Ce qui est très intéressant, c'est que Mullier, c'est Auchan, enfin le groupe Auchan, et donc la distribution. Ensuite, Saadé, c'est le transport maritime, et Beignet, c'est Lactalis, l'agroalimentaire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on tombe en fait sur les secteurs qui sont les secteurs décisifs sur lesquels il faut agir si on veut changer de modèle. Donc nous, on est absolument convaincus qu'il faut s'attaquer à l'endroit où c'est le plus efficace. Et que le plus efficace, c'est effectivement pas de s'intéresser juste à la consommation finale de l'ampoule, mais bien de voir où sont les sources d'émissions. Et sur la question des transports, c'est effectivement une question de modèle. Qui croise d'autres réflexions, là où c'est intéressant, sur la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se nourrit avec des aliments produits dans des pays du monde ou des vêtements que l'on porte fabriqués, cousus dans des pays du monde où les gens qui les produisent n'ont même pas les moyens de se nourrir. On mange des crevettes, de producteurs de crevettes de Madagascar qui ne mangent pas à leur faim, alors qu'ils produisent de la nourriture. Donc, c'est vraiment intéressant justement de voir ces éléments de manière beaucoup plus systémique. Et un des outils pour nous est quand même justement l'outil fiscal, qui permet aussi la redistribution. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette élection présidentielle, on a travaillé sur un manifeste fiscal que nous appelons Vert et Juste, pour dire est-ce que ça pourrait marcher ? C'est-à-dire que tout ce qu'on veut financer, est-ce qu'on arriverait à le financer avec une fiscalité à la fois plus écologiste et qui permet plus de redistribution ? Alors, on a fait cet exercice, il est sur le site oxfamfrance.org si ça vous intéresse, et ça fonctionne. Donc, quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas de fatalité, c'est que vraiment, on est dans le registre des décisions de politique publique. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est possible, quoi. Ce que je veux dire, c'est plus que possible, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs à la fois la chose déprimante, enfin je ne sais pas si elle est plus déprimante ou plus rassurante. Si on avait fait exploser sur la planète Terre 15 bombes atomiques,
c'est foutu, quoi. En gros, personne ne sait supprimer la radioactivité, on ne sait même pas comment on pourrait faire, il n'y a rien à faire. En revanche, et c'est ce que montre le dernier rapport du GIEC, c'est que si on veut, on a les capacités techniques, financières et cognitives d'engager cette transformation de nos modes de production. Et par ailleurs, ça coûterait même moins cher que le laisser faire. Donc c'est à la fois agaçant parce qu'on se dit si c'est possible, pourquoi on ne le fait pas, et c'est aussi réconfortant d'une certaine manière en se disant qu'il y a des possibilités d'action. Mais c'est pour ça qu'on en revient un peu au point précédent sur le fait qu'il faut vraiment expliciter la globalité de ce projet pour le rendre, si ce n'est désirable, tout du moins acceptable et soutenu. Et je suis beaucoup plus confiante, d'ailleurs la Convention citoyenne l'a montré, sur la capacité d'acceptabilité d'un tel projet à partir du moment où il est juste, où il est partagé par tout le monde, où certains ne sont pas dispensés de leur contribution, où on n'achète pas en fait l'exception. Typiquement aujourd'hui, y a des malus. Quand on achète des véhicules qui sont plus polluants, si on a les moyens de payer le malus, on a le droit de polluer. Donc je crois qu'il faut là utiliser l'outil de réglementation en disant il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas possibles. Quand vous achetez à manger, alors je le dis après le scandale Buitoni, donc c'est compliqué, mais quand vous achetez une pizza, normalement vous êtes sûr que vous n'allez pas vous empoisonner. Il ne peut pas y avoir du cyanure dedans, il ne peut pas y avoir... Voilà, on ne vend pas de poison, c'est interdit. Quand vous achetez des jeux pour les enfants de moins de 3 ans, il n'y a pas de petites pièces qui peuvent se détacher qui vont pouvoir les étouffer. C'est comme ça, on ne vend pas les trucs qui nous empoisonnent. En revanche, on continue de vendre et de produire des produits, des aliments, des façons de faire qui nous empoisonnent. Parce que le dérèglement climatique, en fait, c'est empoisonner l'espace vital de l'espèce humaine. Parce que ce n'est pas un problème de planète qui a vécu avec les dinosaures, sans les dinosaures. Elle peut très bien vivre sans les humains, ce n'est pas un souci. Donc quand on dit on oppose la planète et les humains, en fait, le dérèglement climatique, c'est un sujet pour les humains. Pour d'autres espèces vivantes, certes, aussi, mais pas du tout pour la planète, qui en a strictement rien à carrer. Donc je crois qu'on peut être capable, si on approche ces éléments de façon globale et qu'on montre justement la nécessité de justice, que de rendre acceptable cette transformation collective. Donc là, effectivement, c'est la question de notre deuxième partie. Là, donc la transition écologique peut-elle être juste ? Toi, qu'est-ce que tu dirais, Dominique ? Fiscalité, plus que fiscalité, quota ? En fait, pour rebondir sur ce que dit Cécile, je pense qu'en effet, si on ne règle pas auparavant la question des inégalités, on n'arrivera pas à la faire, la transition écologique, parce que les personnes ne supporteront pas que ce soit sur elles que pèse... tout cela, et on le voit très très bien en ce moment avec la question du pouvoir d'achat quand même, c'est-à-dire on nous dit d'un côté qu'il faut augmenter le prix de l'énergie, qu'il faut cesser d'acheter du gaz, etc. Et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont même pas, je dirais, la force ou la possibilité de s'intéresser à la question écologique parce qu'elles elles peuvent juste pas vivre. Donc il me semble même qu'on doit procéder ainsi, c'est-à-dire d'abord régler la question des inégalités, accompagner réellement, c'est-à-dire faire vraiment des compensations. Si on fait une taxe carbone, la compenser réellement, accompagner. Donc en connaissant très bien la manière dont les modes de vie des personnes, qui vit, c'est très difficile d'ailleurs, qui vit à quel endroit, qui utilise sa voiture et comment on doit les aider, plutôt que de donner à tout le monde la même somme. Voilà, donc la fiscalité, c'est un outil très important. Et ensuite, alors ce qui est dommage, c'est que ce qui s'est passé en 2018 avec l'augmentation du carburant a laissé penser à une partie de la population qu'il y avait bien une opposition entre l'écologique et le social. C'est-à-dire que, voilà, en fait, les écolos, ils veulent que les prix augmentent, ou bien, c'est la même chose, par exemple, quand on regarde le bio, quoi. Il y a un certain nombre de personnes qui disent, ça, c'est pour les bobos, et donc l'écologie, c'est contre moi. On fait augmenter tous les prix, on va nous supprimer nos emplois, et donc l'écologie, ça va contre nous. Et c'est hyper important qu'on parvienne à démontrer que non, c'est le contraire. Et l'affaire de la sobriété, on voit bien aujourd'hui que ce mot est quand même pas très bien accepté, parce que là encore, une partie de la population pense que la sobriété, c'est se serrer la ceinture, et un certain nombre de personnes ne peuvent pas se serrer la ceinture. Mais il faut absolument qu'on parvienne à expliquer que la sobriété, c'est pour les plus aisés, à la fois au niveau mondial, c'est-à-dire ce sont les pays les plus riches qui vont devoir absolument décroître, réduire leur production et en tout cas produire autrement. Et au sein des pays les plus développés, ce sont évidemment les plus aisés qui vont devoir faire les efforts. Arrêter de faire de longs trajets en avion, arrêter d'acheter des gros SUV, etc., etc. Donc
en effet, fiscalité, mais aussi accompagnement. Et puis alors, j'allais dire à moyen terme, mais en même temps, trouver des alternatives. Parce que on va augmenter, on va faire augmenter le prix de l'énergie. Mais si... Donc on va compenser, ça c'est très important, de bien compenser, bien accompagner, mais en même temps il faut qu'on mette en place d'autres moyens. Parce que bon, le documentaire le montre très bien, hein. Il y a la question du travail et des déplacements domicile-travail, qui non seulement sont coûteux, mais sont aussi très fatigants, très désagréables pour les gens. C'est aussi pour ça qu'ils ont aimé, d'une certaine manière, télétravailler et que ça s'arrête un petit peu. Donc c'est là qu'il faut qu'on trouve des solutions structurantes, de nouvelles manières de se déplacer et ou de nouvelles manières de réorganiser les activités au sein du territoire avec de l'aménagement du territoire et toutes ces choses-là. Donc effectivement, c'est une bonne introduction pour la troisième partie. Donc on comprend que résoudre, si tant est que ce soit vraiment possible d'un mot comme ça, mais résoudre la question des inégalités, c'est sans doute un préalable, ou en tout cas ça fait partie des leviers pour vous. Et c'est vrai que on a tendance à un peu opposer les deux lignes habituellement, où en fait il y aurait d'un côté la ligne écologiste un petit peu utopique en fait, et puis de l'autre côté les réalistes qui eux connaîtraient le problème et qui sauraient en fait ce qu'il faut faire, en particulier en termes d'emploi, de travail et de relations avec les entreprises. Donc je vous propose donc de vous projeter 5 ans en arrière, ou presque 4 ans en arrière, pardon, à un moment en fait, donc on est au début du précédent quinquennat, donc comme là on arrive à la fin, donc un an après, juste au moment où le ministre Nicolas Hulot vient de démissionner. Et donc Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui sont interpellés à la FNAC lors d'une table ronde. Et je vous propose de regarder l'extrait. Il me semble que j'ai pas envie d'enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire, qui est pour la pollution? Personne. Même ceux qui polluent ne sont pas pour la pollution. Je veux dire, la pollution... moi, franchement, Nicolas Hulot, il me fait sourire. Parce que, pauvre chou, il a découvert les lobbies. Il a découvert, à 55 ans, ou je ne sais pas quel âge il a, il a découvert qu'il y avait des lobbies. Il pensait que les gens avaient de la mauvaise volonté, qu'ils voulaient polluer. C'est ça qu'il pensait jusqu'à maintenant. Et il a fallu qu'il aille au gouvernement pour s'apercevoir qu'en fait, ah non, il y a des lobbies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 400 000 employés ou 500 000 employés en France et qui disent au gouvernement, vas-y, fais là ta mesure, là, il y a 400 000 personnes dehors demain matin. Vas-y, fais là ta mesure contre la pollution. Et ça n'est que des forces contradictoires. Je les comprends, ces forces contradictoires. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'il faut que tous les pays s'y mettent en même temps. C'est pas possible que la France commence quelque chose et que les autres, pendant ce temps, continuent à polluer, à se faire des ronds, et puis nous à en perdre. Donc il faut que le monde entier, il y a un semblant de truc avec la COP21 que ce gros porc stupide a quitté, là, Trump. Donc c'est très difficile, il faut que tout le monde fasse ensemble des choses. Mais quitter le gouvernement au bout d'1 an, en disant « Ouh là là, les lobbies, c'est très moche », franchement, voilà. Il y a une grosse hypocrisie là-dedans, et c'est une question de sauver son label de type formidable. Enfin, je suis d'accord et pas d'accord quand même. On s'en fout et qu'on passe à autre chose, mais quand les lobbies et quand le capital est si puissant que le politique ne peut plus rien faire, on a raison de le signaler. Et peut-être qu'en quittant, en faisant un acte pareil, on sensibilise un peu plus là-dessus. Voilà. C'est pas nécessairement... Enfin, il faut quand même bien faire quelque chose. Bien sûr, mais tu crois pas que c'est juste un ornement un peu décoratif pour une chose, un propos qui est dit tous les jours? Enfin, tout le monde sait, tout le monde le sait. Non, mais de quoi on parle? De la pétition? Oui, ben, les pétitions, c'est de ça qu'on parle, hein, parce que moi, la pollution, je suis contre. Non, je parlais de Hulot. De Hulot parce que sa fausse naïveté m'emmerde. Bon, voilà, je trouve ça incroyable que ce mec abandonne au bout d'1 an. Je trouve que pour un type qui
qui va partout en l'air dans des montgolfières, qui se jette dans des abîmes en permanence. Je trouve qu'il aurait pu avoir un petit peu de résistance, qu'un an, et lutter un peu plus longtemps contre les lobbies, plutôt que de dire, oh là là, le lobby des chasseurs, il était là, il a découvert qu'il y avait un mec des lobbies. Ben oui, il y a des mecs des lobbies qui viennent, parce que justement on est en train de discuter du dossier. Donc il y aura forcément un mec de Renault, ou un mec des chasseurs, ou un mec de machin. Et le fait que sa grandeur fabriquée. Donc, nous, donc, on aime bien cet extrait parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises sur la table en fait, avec la Faconde de Bakri. Et puis, on a quand même les deux points de vue. En fait, celui d'Agnès Jaoui qui est de dire vraiment, non, il faut faire des choses, il faut mettre le truc sur la table. C'est pas parce que toi, tu le sais que tout le monde le sait, etc. Donc, on voit bien un peu les forces contraires, en fait. Et puis, bon, c'est un extrait qui est rigolo. Hein. Donc du coup, malgré tout, ce qu'il met sur la table, c'est quand même la question de l'emploi, ce qu'il met, et donc du chantage à l'emploi, et aussi de comment, en fait, comme si c'était qui tout double en fait. Et donc c'est peut-être ça la question. Nous, sur les questions donc le forum citoyen qu'on a fait, c'était sur les mobilités liées au travail. Le travail, en fait, on sait que travailler, ça double les déplacements. Donc il y a un lien évident entre les deux sujets. 9 personnes sur 10 ont des déplacements domicile-travail, mais avec la mondialisation, la globalisation et la mise en mouvement généralisée du monde du travail, aujourd'hui, on a 40% de la population active qui, en plus, a des déplacements dans le cadre de sa journée de travail. Donc, quand on se dit qu'il faut décarboner le système, les modes de vie, et donc la part qui prennent les déplacements, on voit un peu l'ampleur du sujet. Donc, du coup, qu'est-ce que tu dirais, Dominique ? Quelle est la part du diagnostic que tu partages et quelle proposition tu aimerais mettre sur la table ? Alors, la question des lobbies, c'est tout à fait exact. Hein. Les lobbies sont partout, poussent beaucoup, empêchent d'avancer, etc. Mais ce n'est pas le seul problème. C'est vrai qu'il y a aussi une énorme question de... Je parlais tout à l'heure de reconversion écologique. Ce n'est pas du tout évident à faire. C'est-à-dire que ça suppose... comme le disent beaucoup de personnes, mais ça suppose une planification hyper rigoureuse, c'est-à-dire il faut qu'on se dise voilà le point où on veut être dans 10 ans, avec des objectifs extrêmement stricts, encore plus stricts, je dirais, que la stratégie nationale bas carbone. Et puis, il faut que cette planification, elle aille énormément, presque dans les détails, hein, c'est-à-dire une planification qui ne soit pas faite par l'État, comme ça, arriverait sur la tête des gens, mais qui prennent le temps de discuter avec les territoires, qui comprennent où est-ce qu'on va remettre de nouveaux emplois, si on veut relocaliser, à quel endroit, si on veut faire de la rénovation thermique, est-ce qu'on fait de la rénovation thermique de tous les bâtiments existants et sur place, ou bien est-ce qu'on commence à recomposer les espaces. Donc il faut faire de l'aménagement du territoire. Donc moi je dirais qu'il faut prendre sans doute au moins une année pour se mettre d'accord sur le scénario qu'on veut suivre. Bon, il y a eu pas mal de scénarios ces derniers temps, par exemple, je pense à ceux de l'ADEME qui étaient très intéressants, où on voit qu'on a différentes manières d'arriver à la neutralité carbone. Hein, le scénario le plus dur, en quelque sorte, qui s'appelle Génération frugale, c'est vraiment de la sobriété, quoi. Et puis l'autre qui s'appelle Paris réparateur, on voit bien que ça parie sur des nouvelles technologies qui ne sont même pas mûres. Donc, voilà. Donc, me semble-t-il, qu'on choisisse ensemble le scénario que l'on décide d'adopter, qu'on le détaille, y compris en matière d'emploi, de relocalisation, etc. Puis à ce moment-là, qu'on y aille, c'est-à-dire qu'on fixe des objectifs, qu'il y ait en quelque sorte des sanctions pour ceux qui ne respecteraient pas les objectifs. Et la question de l'emploi, elle est absolument majeure, elle est déterminante, parce que c'est souvent ce qui fait résister, ce qui détermine une résistance des personnes pour un processus de fermeture d'une entreprise ou d'un secteur. Alors, ce qu'on sait, ce qui est pas mal, c'est que normalement, la transition écologique devrait créer des emplois. À peu près tout le monde le dit, les travaux de Philippe Quirion, les travaux du WWF, les travaux de l'ADEME, plus récemment les travaux du Shift Project. Qu'on chiffrerait à peu près à combien ? 200 000. Entre 600 000 et entre 200 000 et 600 000 à l'horizon
2030 ou 2050. Et puis très récemment, il y a eu la prospective des métiers et qualifications avec une variante stratégie nationale bas carbone de France Stratégie qui donne à peu près ces chiffres-là aussi. Simplement, il y a deux problèmes. Petit 1, alors à l'intérieur de ce chiffrage global, c'est pas du tout, il y a pas du tout la même contribution des secteurs. Par exemple, je pense au Shift Project. Eux, ils pensent qu'on va devoir créer 500 000 emplois dans l'agriculture, mais en revanche, beaucoup moins dans le bâtiment. Moi, je pense aussi que normalement, et ça va dépendre aussi des investissements qu'on va consentir, mais si on met suffisamment d'investissements, il devrait y avoir beaucoup de création d'emplois, à la fois dans le secteur du bâtiment, mais aussi dans l'agriculture, en effet. Mais encore, donc, faudra-t-il qu'il y ait les investissements nécessaires, et c'est des sommes quand même gigantesques. Et puis après il faut qu'on organise les mouvements d'emploi d'un secteur ou d'une entreprise à l'autre. Et ça, c'est super compliqué. Alors là, personne n'en parle, personne ne s'en occupe. Il y a eu un plan de programmation des emplois et des compétences en 2019, c'était le rapport Parisot, c'était Laurence Parisot qui avait animé une petite équipe pour regarder ça, mais depuis plus rien. Or, on sait bien qu'il va falloir cartographier les secteurs, voir les emplois menacés, faire des cartographies très fines de compétences pour voir comment on va aller d'une entreprise ou d'un secteur, d'un métier à un autre. Ça, c'est très, très, très compliqué. Et disons que, et tu dis que personne ne le fait, personne en France, personne dans aucun pays. Non, c'est vraiment un sujet qui est sous-traité, mais aussi parce que ça fait très peur, parce qu'on a peur de dire aux gens, tiens, votre secteur va fermer. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de l'industrie automobile si on observe un transfert vers d'autres, alors à la fois le véhicule électrique, mais d'autres modes de transport. Qu'est-ce qu'on va faire de l'avion si on se dit qu'on doit beaucoup moins prendre l'avion? Voilà, comment on va reconvertir ces industries? Il y a eu un travail très intéressant réalisé tout récemment par les Amis de la Terre, l'Institut Veblen et l'Institut Rousseau sur les reconversions dans les industries pétrolières et gazières. Alors je dis très intéressant parce que ce sont des entretiens approfondis avec des personnes qui travaillent dans ce secteur et où on voit qu'à la fois ils ont peur. Ils savent qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc, ils pensent à leur reconversion. Ils sont tout à fait prêts à se reconvertir, plutôt dans l'énergie ou dans des secteurs avoisinants. Et simplement, ils se demandent comment ça va être pris en charge, parce que pour l'instant, personne ne s'en occupe, ni l'entreprise, ni il n'y a pas assez de formation. Et donc là, l'État a un rôle absolument majeur à jouer avec les régions. Et à Oxfam, je crois que vous avez aussi une politique en fait, d'engagement des entreprises dans la transition. Oui. Alors, ce que je voudrais dire pour faire écho à ça, c'est que alors moi, je suis un peu d'accord avec Jean-Pierre Bacry sur l'aspect les lobbies, ça existe. Et même, je vais dire les choses, ça ne me choque pas. Quand vous allez faire des choses qui vont changer radicalement l'impact, une réglementation qui va changer l'impact sur un secteur professionnel, qui soit vent debout, qu'ils essayent de résister, c'est normal. Moi, j'ai été celle qui a beaucoup œuvré pour que la loi Allure soit votée. La loi Allure, elle a fait baisser la rémunération de certains professionnels de l'immobilier, qui, par ailleurs, s'étaient gavés pendant des années. Qu'ils ne soient pas contents, c'était normal. Ça aurait été bizarre qu'ils disent « Ah ok, on a compris, ouais, c'est un peu trop gavé, désolé, on va arrêter ». Ah non, ils se bagarrent. Et d'une certaine manière, le travail que fait Oxfam, c'est un travail d'influence, de plaidoyer. La grande différence, c'est que les gens qui nous donnent de l'argent pour travailler n'en attendent pas un bénéfice personnel, ce qui est l'immense différence avec les cabinets de lobbying, mais qu'ils existent, qu'ils essayent de pousser, oui. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'ils sont déterminants dans l'action des politiques ? En fait, c'est pas les lobbies le problème. Le problème, ce sont les élus ou les administrations, parfois, qui prennent ça et pour des raisons diverses et variées, dont certaines sont pas toujours très chics, notamment parce qu'il y a des allers-retours parfois entre la haute administration et certains secteurs, ils font bénéficier ceux dont ils espèrent ensuite une rémunération. C'est pas de la corruption au sens très littéral en échange d'un chèque, c'est qu'ensuite ils vont pouvoir aller faire un bout de leur carrière dans une banque alors qu'ils ont travaillé à Bercy et beaucoup mieux payés. Et donc forcément, ça rend plus sensible à certains arguments. Le débat qu'il y a aujourd'hui autour des cabinets de conseil, il est intéressant. C'est la même sociologie, c'est les mêmes personnes. Et d'ailleurs, ils pensent qu'ils sont peut-être plus intelligents, etc. Enfin, il y a un truc de cette nature. C'est pour ça que cette question de revivifier la démocratie est importante. Mais c'est tout à fait possible. Et ça, je veux qu'on se dise aussi, les entreprises ont vécu
une difficulté, c'est qu'elles sont extrêmement soumises à la logique des marchés, à la logique financière et à la logique des analystes financiers. Et donc, ce que je vous raconte vient de la bouche de Jean-Louis Beffa. Comme ça va étendre tous ceux qui pensent que je parle comme une écologiste radicale. Et Jean-Louis Beffa explique quand il a dû, Saint-Gobain, vendre ses usines de verre creux. Alors, il y a du verre plat, les vitres, les vitrages, et le verre creux, les bouteilles. Et un jour, les analystes financiers ont décidé que c'était pas bien qu'ils fassent à la fois du verre plat et du verre creux, alors que c'était des usines qui fonctionnaient bien, ils vendaient des bouteilles à Perrier, tout allait bien. Et il a fallu se vendre ces usines de verre creux pour donner un signal au marché. Donc ça, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que cette question de la rationalité du fonctionnement de l'économie aujourd'hui, elle peut singulièrement être interrogée quand on regarde les motifs de décision, les choix de décision. Enfin, il y a de l'ultra court terme, de stratégies industrielles qui sont parfois pas du tout pertinentes. Et donc il racontait que il a fini par céder, mais que c'était absurde. J'ai une autre belle histoire assez marrante qui est celle de l'eau des abattis. Si vous connaissez le Sud-Ouest, vous connaissez peut-être l'eau minérale des abattis. C'était une source qui était propriété de Nestlé. Et Nestlé avait décidé, parce qu'un cabinet de conseil avait dit que les sources qui produisaient moins de temps, je ne sais pas combien de volume, dégagées parce que rationalité des coûts. Et donc ils ont décidé de vendre cette source. Elle a été rachetée par des anciens dirigeants de la branche locale de Nestlé qui exploitait la source. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de changer le marketing, alors que c'est de l'eau qui partait dans l'eau générale Palette, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, l'eau de Nestlé. Ils ont dit que c'était de l'eau du Sud-Ouest, et ils ont fait tout un travail pour aller démarcher l'ensemble de la restauration hors domicile, et vous ne pouvez plus mettre les pieds dans un restaurant de tout le Sud-Ouest sans que l'eau minérale qui soit vendue à la table des restaurants, c'est de l'eau des abattis. Et donc, ils ont fait une espèce de renversement rigolote en étant évidemment très rentables. Donc, les entreprises ont souffert, de cette idée qu'il fallait se recentrer sur ce qu'on appelait le core business. Et donc, par exemple, Air France, c'était une compagnie qui faisait voler des avions, mais qui avait aussi une chaîne d'hôtels, qui avait des agences de voyage, qui avait tout un tas d'autres activités. D'ailleurs, c'était finalement assez rationnel économiquement que des entreprises se dispatchent comme ça. S'il y avait un secteur qui souffrait, on pouvait se replier sur les secteurs qui allaient mieux. Et les entreprises ont évolué. Nokia, c'est une entreprise qui faisait des bottes en plastique avant de faire de l'électronique. American Express, ils ont commencé, et c'est pour ça qu'ils s'appellent American Express, à avoir des diligences qui traversaient les États-Unis. Puis ensuite, ils ont vu qu'il y avait un marché sur le transport de fonds et ils sont transformés en transporteurs de fonds. Puis ils ont vu venir la dématérialisation de l'argent et hop, ils ont encore franchi une étape. Donc les entreprises, elles ont des histoires, elles peuvent changer. Shell, c'était une société qui récoltait et vendait des coquillages. Des coquillages. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle Shell. Et puis un jour, elle s'est rendue compte que sous les coquillages, si on creusait un peu, il y avait du pétrole et que ça rapportait plus que les coquillages. Donc, ce qu'il faut dire à ces entreprises, c'est que certaines d'entre elles, oui, vont devoir changer. Celles dont l'activité contribue à nous empoisonner collectivement, elles vont évoluer. Et la bonne nouvelle, c'est un rapport Oxfam, c'est que si on regarde les bénéfices des entreprises du CAC 40 en 2018 et qu'on prend une décision vraiment extrêmement radicale, on dit non, vous n'avez plus le droit de distribuer 100% de vos bénéfices, ou même 110%, parce qu'il y a des entreprises qui distribuent plus que ce qu'elles gagnent en année N, qui puisent dans leurs réserves pour alimenter leurs actionnaires avec des dividendes. Vous avez le droit de distribuer que 30% de vos dividendes. Les 70% qui restent financent à 98% les besoins d'investissement pour réussir la transition écologique dans un scénario conforme aux accords de Paris de ces entreprises. Donc, on n'est pas loin, en fait. On n'est pas loin. Et puis, il faut aussi dire, et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui un débat au niveau européen qui est intéressant, c'est qu'on a décidé qu'à partir du moment où c'était de la comptabilité, ça, c'était sérieux. Quand c'est des chiffres et des euros, c'est sérieux. Mais moi, j'ai eu une première vie avant de faire de la politique, et j'ai dirigé 3 entreprises qui étaient filiales d'un groupe, et je peux vous dire, et tous ceux qui savent ça le savent, on bidouille les chiffres. On décide d'amortir sur plus longtemps, moins longtemps, on passe en produits à recevoir, etc. C'est tout aussi rationnel ou peu rationnel que plein d'autres trucs. Alors bien évidemment, on ne fait pas n'importe quoi, mais quand même, c'est pas hyper fiable. En revanche, c'est l'alpha et l'oméga de l'analyse de la performance d'une entreprise. Est-ce qu'elle rend ses salariés contents ? Est-ce qu'elle est utile à la société ? Est-ce que, peu importe. Ce qu'on regarde, c'est ses ratios financiers. Donc ce qu'il faut absolument, c'est qu'elle ait les mêmes obligations de reporting, enfin en matière d'émissions de gaz à effet de serre, pour qu'on puisse
Ensuite, avoir une politique, on dit aux entreprises, vous devez avoir un minimum, d'ailleurs, si vous voulez pouvoir emprunter de l'argent, les gens qui sont des individus, on regarde, pour que vous puissiez avoir un prêt immobilier, ça ne doit pas faire plus de 33% de ce que vous gagnez chaque mois. Ça marche pareil avec les entreprises, en fonction de certains ratios, on autorise telle et telle chose. Et bien là, à partir du moment où on a une comptabilité carbone qui est absolument aussi importante que la comptabilité financière, le pilotage va être différent. Et on pourra aussi imposer un scénario qui est de dire vous devez être neutre en carbone, ou pour émettre moins de temps par rapport au nombre de salariés que vous avez, par rapport au nombre. Après, on choisit tous les outils de pilotage qu'on veut. Mais ça, c'est vraiment, il faut être absolument conscient que c'est totalement possible, et financièrement, et techniquement, et que c'est pas si loin en fait. Il manque. Pour le coup, il a un peu raison, Bakri, il manque de la volonté politique de décision et de dire en fait c'est comme ça, et ça va être comme ça, et c'est finalement assez entendable. Et à partir du moment où le scénario est envisageable, il est financièrement acceptable, alors oui, ça fera moins de dividendes pour les actionnaires. C'est le seul effet induit de ce scénario-là. Mais je pense que pour le coup, il est socialement beaucoup plus acceptable et beaucoup plus défendable. Donc il faut juste se fader les actionnaires qui vont toucher moins de dividendes. Voilà, c'est tout. Tu veux faire un tac au tac Non, je voulais juste rebondir en effet sur l'idée qu'il faut absolument de nouveaux indicateurs, à la fois macro, pour remplacer le PIB, pour compléter le PIB, par exemple l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale, et une nouvelle comptabilité d'entreprise également. C'est hyper important pour qu'on ait de nouveaux guides de l'action en quelque sorte. Donc finalement, vous êtes aussi optimiste que moi. Je vais vous rebondir revenir au début de la conférence, puisque en fait, avec plus de démocratie, moins d'inégalités, malgré tout, la possibilité de transformation des entreprises et de l'économie, il manque juste un petit peu de volonté politique, et en fait, le tour est joué. Donc, j'irai. Voilà, exactement. Donc, on a un petit peu moins de temps que prévu pour les questions, mais on a commencé un tout petit peu en retard. Donc, on peut prendre les questions que vous avez à nous poser. Bonjour, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Par contre, il y a juste un point à la fin. Vous avez dit qu'il y a juste les actionnaires qui vont devoir un peu laisser partir finalement leurs actifs. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement à un moment d'essayer de faire comprendre aux actionnaires qu'ils peuvent y gagner plus si effectivement leurs salariés sont plus satisfaits, s'ils arrivent dans un meilleur cadre de vie, qu'ils se sentent plus impliqués dans leur entreprise, avec des meilleurs cadres, et finalement, ils vont gagner plus, quelque part? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'amener finalement le côté durable de la chose et de l'écologie, en essayant de faire comprendre à ces actionnaires qu'ils peuvent y gagner sur le long terme, eux aussi? Peut-être financièrement ou... Les actionnaires, en général, c'est financier, que ça les intéresse. Alors, je pense que les acteurs humains ont tout un tas de motivations diverses et variées. Parce que ce dont je me suis rendu compte, quand on parle, on ne peut pas faire bouger les choses seulement dans un pays, parce qu'il y a les autres pays, etc. Nous, le travail qu'on a fait ces dernières années, c'est un travail très centré sur les banques. Les banques, elles financent. Donc, si on ferme le robinet des investissements climaticides, c'est pas mal. Et on a fait bouger d'abord une première banque qui a pris un certain nombre d'engagements très positif, en l'occurrence le Crédit Mutuel. Et là, la Banque Postale nous a dit oui, on ne comprend pas, parce que nous, on pensait qu'on était meilleur que le Crédit Mutuel. On a dit non, on a analysé. Et donc, ils ont travaillé. Ils sont revenus, d'ailleurs, on l'a dit, et on n'a pas été les seuls à le dire, avec une politique en matière de climat qui est la plus ambitieuse au niveau mondial. Parce qu'ils ont été un peu piqués au vif. Et donc, je ne crois pas à la générosité ultime des actionnaires, mais en même temps, ce que je sais, c'est que les plus grands d'entre eux, ceux qui gagnent le plus d'argent, notamment les milliardaires, parce que la concentration des richesses au niveau mondial, elle se fait au profit des ultra riches. La meilleure définition, c'est qu'il y a 30 ans, la compétition spatiale, elle se faisait entre l'URSS et les États-Unis, il y a 40 ans. Maintenant, elle se fait entre 2 milliardaires. Donc, je pense qu'il y a un moment, cette contrainte, il faut l'assumer, de dire que ça rapportera moins. On raisonne en milliards. Donc, comme me l'a dit... quelqu'un qui est très très riche, à qui je posais la question de savoir à quoi ça sert. Parce que 1 milliard, j'arrive encore à voir et tout ça, mais même, tu peux t'acheter autant de maisons que tu veux, le plus gigantesque bateau, à un moment, tu n'as pas le temps d'en profiter. En plus, ces gens travaillent tout le temps. Donc pourquoi? Et il a fait ses 2 réponses. La première, il m'a dit, alors le premier milliard, tu peux le dépenser. Le deuxième, t'achètes le pouvoir. J'ai dit ça me donne l'idée que c'est pas forcément très souhaitable qu'il y ait des super milliardaires, parce que c'est ce qui est en train de se passer, notamment avec le secteur des médias, où on voit bien qu'il s'agit de s'acheter du pouvoir. Et surtout,
il m'a dit, mais le problème, c'est que tu es toujours moins riche que quelqu'un. Et tu as toujours envie de le gagner. Et donc, en fait, il y a cette espèce de toujours plus qui, du coup, ne fait pas avancer le schmilblick. Donc, moi, je n'ai pas de souci à dire que de faire baisser la rentabilité, mais de la rendre plus durable, parce qu'aujourd'hui, il y a des investissements dont on sait qui sont tellement carbo-intensifs que le risque financier, il est très élevé. On va presque même les protéger d'une certaine manière. Mais de pouvoir dire, ça, c'est un horizon de valeur, un horizon qui nous semble seul défendable pour que notre société puisse franchir ce cap très compliqué qui est celui de 1,5 degré, 2 degrés, voire 2,5 degrés. Oui, ça va passer par le fait que ça va peut-être leur apporter un peu moins d'argent. Mais je pense que le bien-être collectif a à gagner de freiner ce modèle extrêmement prédateur des ressources humaines et naturelles. Dominique, puis une autre question. On peut aussi essayer de donner moins de pouvoir aux actionnaires. Par exemple, nous, c'est ce qu'on propose dans un bouquin récent qu'on a écrit avec 2 autres collègues, qui s'appelle Manifeste travail, démocratiser, démarchandiser, dépolluer. Et on propose, ça s'appuie sur la proposition d'une de mes collègues qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui propose le bicaméralisme, c'est-à-dire que les entreprises, au lieu d'être toujours dirigées par les actionnaires, soient dirigées par une chambre élue, par un directoire élu pour moitié par la chambre des représentants des salariés et pour moitié par la chambre des représentants des actionnaires. Donc ça veut dire un gros changement de législation, évidemment, mais donc avec un pouvoir de veto d'une chambre sur l'autre. Et donc voilà, on prive en quelque sorte les actionnaires d'une partie de leur pouvoir en redonnant un pouvoir égal aux 2 parties constituantes de l'entreprise. Oui, bonjour. Je me demandais, avec la crise en Ukraine, l'énergie, etc., pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de profiter en fait de cette crise pour lancer un immense champ de rénovation thermique des logements, puisqu'on sait que ça touche surtout le locatif privé des personnes les plus, ou même les propriétaires privés les plus défavorisés. Et est-ce que ça a été chiffré, par exemple, de savoir si on faisait un plan mais massif, combien de temps ça prendrait, parce qu'évidemment les entreprises il n'y a pas autant d'entreprises que de logements. Et du coup, combien est-ce que ça permettrait, en termes d'inégalité sociale, est-ce que ça réussirait un petit peu à rétablir la balance ? Cécile doit le savoir mieux que moi. On avait travaillé là-dessus avec des collègues. J'ai l'impression que ça serait quelque chose, si on voulait rénover thermiquement tous les bâtiments sérieusement, que ça serait un investissement à consentir d'environ 15 milliards par an pendant 10 ans. Est-ce qu'on est... On est sur si on intègre le tertiaire, c'est-à-dire les bâtiments qui ne sont pas seulement des bâtiments de logement. Mais je pense que... Alors, ce qui est intéressant avec ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est qu'elle révèle notre dépendance aux fossiles, et donc avec une dimension géopolitique, avec une dimension presque morale. Parce que le débat a été posé par un candidat à la présidentielle de dire qu'une entreprise française est complice de crimes de guerre parce qu'elle achète du gaz à la Russie et que c'est avec l'argent de la vente de ce gaz que Poutine et son armée achètent produisent des armes. C'est vrai, mais est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est chacun d'entre nous quand on monte le chauffage sur notre chaudière ? C'est une vraie question de savoir qui est responsable et à quel moment on coupe le tuyau. Donc, ça pose la question de la sobriété parce que le chiffre n'est pas de moi, il est un des experts de la fondation Jacques Delors qui a indiqué qu'en fait, en moyenne en Europe, les logements sont chauffés à 21 degrés. Et que si on les fait passer si on les diminue tous d'1 degré, on n'a plus besoin, dès l'hiver prochain, des importations de gaz russe. C'est-à-dire qu'en fait, et ça fait 20 degrés, c'est même pas 19. Et la question, c'est qu'en fait, par exemple, pour parler de changement de comportement, donc c'est pour dire que l'ordre de grandeur, il est accessible. C'est pas un truc complètement invraisemblable. La question, c'est comment on change ces comportements. Par exemple, c'est difficile en fait d'évaluer la température de son logement quand on est là, quand on n'est pas là. Donc, ça pose des questions différemment. Et si on travaille sur l'angle de la sobriété en disant de toute façon, on veut plus de ce gaz. Comment on fait ? On voit, c'est ce que je disais, en fait, on se pose les questions très différemment. Quand on n'a plus pu se déplacer parce qu'on était confiné, on a trouvé des tas de solutions finalement. Des solutions techniques, des solutions de réunion ou de déplacement qui étaient absolument indispensables, qui ne l'étaient pas. Après, on peut se rendre compte d'autres choses. Moi, je fais partie du board international d'Oxfam.
Au bout de 2 ans, on s'est rendu compte que ne plus se voir du tout, ça crée un niveau de tension très élevé. Et il y a eu un besoin absolument évident que tout le monde se retrouve physiquement. Donc mais là, on peut se dire, en fait, ce qu'il faut, c'est se voir une fois tous les 2 ans et pas tous les 6 mois comme on faisait avant. Et là, c'est se dire où est-ce qu'on met la contrainte, et une fois qu'on a cette contrainte, comment on gère dedans. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Dominique, sur la question des déplacements, par exemple, ça peut aussi se gérer à un niveau local. Comment on fait le rabattement sur une gare? Parce qu'il y a tous ces gens qui sont privés de leur voiture. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on a une voiture, on l'utilise. C'est-à-dire que moins on a une voiture, moins on en a besoin, plus on en a, plus on l'utilise. C'est un peu comme quand on construit des routes, quand on les élargit, il y a rapidement plus de voitures dedans. Il y a des spécialistes qui sont bien meilleurs que moi pour dire ça. Alors, c'est un neuro, je ne sais pas exactement quoi, qui a écrit un livre qui explique que c'est dû à une partie de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui veut qu'on ait toujours plus et qu'on ne sait pas se limiter, et que c'est pour ça que l'espèce humaine s'est donné plein de barrières, dont le mariage par exemple. Parce que, ouais, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est sûr, c'est qu'on gère très bien la contrainte, mais que sans contrainte, on a du mal. C'est ce que j'appelle le paradoxe de la dosette de lait. Il se trouve que un de mes collègues buvait du café. Oui, je m'arrête. Il buvait du café avec des dosettes de lait concentré en plastique. Et je lui dis, non mais quand même, là, c'est pas possible. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment du pur plastique et tout ça prend une bouteille, quoi. C'est un pervers. Et donc, ça l'a un peu... Il me dit, ouais, mais c'est tellement pratique. Et c'est vrai. Mais s'il n'y a plus de dosettes de lait, on fait autrement. Si on ne peut pas acheter des lingettes imprégnées, on utilise des chiffons, etc. Bon, la suite de l'histoire, c'est que j'ai découvert récemment que finalement, il mettait plus de lait dans son café. Comme quoi... Oui, merci beaucoup déjà pour cette table ronde, c'était extrêmement intéressant et je pense qu'on se retrouve sur à peu près tout, la question du capital, du pouvoir, de la nécessaire sobriété, etc. Et du coup sur le manque de volonté politique, mais là vraiment ça me titille à fond, c'est qu'on est bien au-delà de l'absence de volonté politique, on est dans un monde capitaliste, néolibéral. En fait, on ne peut pas expliquer, enfin je veux dire c'est l'essence même, le profit, la croissance et la surproduction. Quand précisément, si on a envie d'atteindre une société à un poil plus écologique, on a besoin en fait de produire beaucoup moins, ce qui va à l'encontre totale de ce fondement de société. D'où la sensation qu'on n'est pas sur une absence de volonté politique, on est sur bien pire que ça, on est sur des vrais ennemis en fait, en face de nous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que tout à l'heure, vous aviez commencé en évoquant l'abstention probablement record dans 3 jours. Je fais partie de cette catégorie jeune, du haut de mes 29 ans. J'ai pas envie d'y aller non plus, en fait. Enfin, je veux dire, je crois à plein de choses, je vais aller voter, machin, mais je ne crois pas en mon vote. Précisément parce que je ne suis pas exactement sûre de notre capacité à lutter dans ce système-là capitaliste, néolibéral. Merci. Il y a quand même des positionnements différents parmi les 12 candidats qu'on a là. On voit bien que certains vont plus lutter contre le changement climatique ou voire contre le capitalisme que d'autres qui sont quand même très 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 dangereux. Est-ce que je peux dire 4 petites choses? Premièrement, pour revenir sur la question tout à l'heure, un des problèmes, pourquoi on n'investit pas dans la rénovation thermique des bâtiments et tout ça, c'est que là on est en train de faire des investissements militaires monstrueux dans tous les pays, et donc on peut penser qu'une partie des investissements qui auraient pu aller dans l'écologie vont aller sur les dépenses militaires. Donc ça, c'est quand même effrayant. Après, ce qu'on nous rétorque toujours, pourquoi on ne met pas ces 15 milliards dans la rénovation thermique des bâtiments? On nous dit, c'est soit il faut augmenter la dette, et la dette, c'est très vilain, soit il faut augmenter les impôts, et on ne peut pas augmenter les impôts. Donc on se trouve enfermé dans cette mécanique. Et sur la dernière question, je pense qu'on a un énorme travail à faire à la fois sur quels sont les besoins qu'on veut satisfaire. Et en effet, au-delà du capitalisme, au-delà du PIB, au-delà de la croissance, il faut vraiment, on a besoin d'un changement radical de perspective, quoi. C'est pour ça que ça va être tellement difficile à mettre en œuvre et qu'il faut que vous alliez voter, parce que
Non, mais c'est énorme ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, il faut qu'on revienne sur 3 siècles. Ça fait au moins 3 siècles qu'on se dit la croissance, c'est bon. La croissance, ça va permettre, ça va se répandre jusqu'aux dernières classes du peuple. Et puis, plus on produit, mieux c'est. Et puis, si on produit plus, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'éducation. Regardez les indicateurs sociaux, ils vont toujours dans le même sens. On a à revenir sur tout ça. On nous dit que consommer, c'est un devoir national. Parce que si vous ne consommez pas, alors le PIB baisse. Et là, c'est la catastrophe. Donc voilà, on a tout à revoir, nos cadres cognitifs, nos raisonnements, nos valeurs, et c'est un énorme boulot. Et on va mettre un petit peu de temps, à mon avis, quand même, à le faire. Oui. D'abord, oui. Juste un mot, il se trouve que dans ma vie d'avant, j'ai été ministre, et j'étais ministre après avoir été secrétaire nationale d'un parti politique un peu compliqué, les écologistes, pendant 6 ans. Et quand j'ai pris ce poste-là dans une coalition où les écologistes étaient très minoritaires, je me suis dit, je commence à être fatiguée en fait. J'étais plus sûre même moi de croire à tout ce que je disais sur le fait qu'on pouvait changer, sur tout ça. La leçon que j'en ai tirée, même si je suis partie parce que j'étais plus d'accord, c'est qu'en fait on peut. On a fait l'encadrement des loyers. Ah bah oui, après faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce que parce que du coup effectivement ceux qui ne sont pas d'accord avec ça ont des capacités à déverser des paquets de merde très élevés. Mais il faut tenir en fait. Et c'est pour ça que je continue de croire à la capacité de transformation de l'action politique, profondément. Et d'ailleurs, mais si ça ne marchait pas, les lobbies ne dépenseraient pas autant d'argent pour influencer les politiques. S'ils ne servaient plus à rien, si les politiques c'était sur des armoires poussiéreuses et ça inaugurait des chrysanthèmes, eh ben, les lobbies n'auraient pas besoin de dépenser des milliards d'argent pour les influencer. Oui, d'abord, merci pour vos interventions préliminaires et pour l'échange qui a suivi. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on introduise, qu'on parle de l'Ukraine, qu'on parle de géopolitique. C'est vous, Cécile Duflot, qui avez introduit ce mot. J'ai aussi été intéressé par l'interpellation sur le fait que nous sommes dans un monde régi par une forme de capitalisme, etc. Et donc, tout ça me conforte dans mon scepticisme à l'endroit de ces dispositifs, et au risque de chagriner Sylvie, des dispositifs en forme de forum citoyen. J'avoue que j'ai beaucoup de scepticisme, y compris à l'égard de la notion même de citoyen, qui escamote le fait qu'une société, mais j'enfonce une porte ouverte à la manière de Bacri, mais parfois il faut en franchir allègrement, on est composé d'intérêts contradictoires, etc. Et du coup, l'enjeu n'est pas tant de fimiser les choses, d'essayer de tendre vers du consensus, d'assumer la conflictualité, ce que vous avez d'ailleurs suggéré, mais peut-être d'aller plus loin, et j'ai en tête ce que nous invite à faire Yves Citon, à imaginer des alliances, y compris, alors peut-être avec les fiefs capitalistes que vous dénonciez, parce que face au réchauffement climatique, c'est avec tous que l'on doit composer, etc. Donc il me semble que là, on est dans des démarches qui vont peut-être au-delà de ces forums citoyens qui, moi, me satisfont pas. Mais peut-être que j'ai tort, dites-moi en quoi j'ai tort, je ne demanderai qu'à revenir sur ma position. Disons que l'idée de faire des forums citoyens, c'est pas pour s'en contenter non plus. Et donc ça, c'est ce que disait Cécile, en fait, d'avoir des dispositifs citoyens en plus, par exemple comme a pu l'être la Convention citoyenne pour le climat, ça ne relègue pas du tout la démocratie représentative. C'est surtout peut-être à un moment où la démocratie représentative est un petit peu, a du mal à fonctionner. Que ça révèle quand même un manque d'écoute, un manque de connaissances. Nous, on a quand même une expérience assez rigolote, si on veut. On a fait la tournée des équipes de campagne et on a un des candidats qui nous a dit mais tout ce que vous dites, c'est très intéressant, mais comment vous savez ce que les gens pensent et ce que les gens veulent ? Et donc, on lui a fait une note spécifique, en fait, pour vraiment expliquer, en fait, par quel type de moyens, enquête quantitative, focus group, y compris dispositif citoyen, on arrive à se faire une idée, non pas de ce que tout le monde veut, au sens où tout le monde voudrait la même chose, ça tu as tout à fait raison, c'est pas du tout forcément consensuel, mais par contre, ça met quand même sur la table d'autres choses, il me semble. Moi, je pense qu'on a absolument besoin. Alors, on parle peut-être pas des mêmes dispositifs. Alors, il y a des dispositifs dans lesquels on écoute la parole qui remonte, mais je pense qu'on a absolument besoin de dispositifs comme type la Convention citoyenne, c'est-à-dire des dispositifs où on travaille, où on échange avec des experts quand même, et où on peut finir par changer son point de vue.
Et ça, c'est très difficile de changer son point de vue, parce qu'on n'aime pas perdre la face, etc. Mais je pense que là, il peut se passer des choses, et je pense qu'on a un énorme travail pédagogique à faire, parce que franchement, c'est des questions très compliquées. Je ne suis pas sûre que tout le monde les connaisse si bien que ça. Et donc, on a aussi un effort de formation à faire, alors de nos étudiants, mais aussi de formation continue. Moi, je ne suis pas sûre que les hauts fonctionnaires qui prennent les décisions à Bercy connaissent parfaitement tous ces sujets. Peut-être une ou deux dernières questions. Je rejoins votre question de tout à l'heure, ou votre étonnement. Sur la gouvernance, là, alors vous parliez du rapport du GIEC, c'est le 6e, qui annonce quand même à chaque rapport des situations de plus en plus préoccupantes, avec des solutions qui émergent, avec un nouveau président qui sera peut-être pas nouveau. À quand les rapports du GIEC permettront d'avoir un contrepoids dans voilà, la présidence de notre pays? Qu'est-ce qui commence à émerger? Est-ce qu'on peut avoir un espoir dans ce sens-là pour qu'effectivement il n'y ait pas un homme qui est tout au pouvoir et qu'on traite que un ou deux sujets dans les enjeux de notre pays et les enjeux mondiaux? Moi, je peux juste raconter une histoire. Petite. Parce que j'avais un truc super à répondre au monsieur, mais je ne l'ai pas dit. C'est que quand on a lancé l'affaire du siècle, c'est-à-dire le fait de porter plainte contre l'État, c'était un peu une sorte de dépression des ONG, quoi. Les ONG qui participent au sommet sur le climat depuis les années 90, au bout d'un moment, tu te dis, mais il n'y a plus rien à faire. Enfin, c'est pas possible. Là, on avait l'accord de Paris. Donc après l'accord de Paris, tout le monde s'est un peu reposé en disant, là, il y a un truc quand même, c'est pas super méga ambitieux, mais au moins c'est formalisé. Et quand même, la France s'assoit mais complètement sur ses engagements. Tu te dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'affaire du siècle, c'est une forme de radicalisation des ONG. Oxfam, c'était la première fois dans notre histoire, dans le monde, qu'on participait à une action judiciaire, et qui plus est contre un gouvernement. Quand on a commencé, faut se souvenir, on nous a répondu, ah mais c'est un truc de com, ça marchera jamais. Le tribunal administratif qui a condamné l'État pour une action climatique, la blague, etc., etc. Tout le monde se marrait. Déjà, quand on l'a lancé, on s'est dit, est-ce qu'on affiche un objectif en nombre de signataires? On a dit, la plus grande pétition sur les climats qui a été faite en France, c'était 850 000 personnes. Avant Copenhague, il y avait 27 ONG, donc on n'avance pas de chiffres. Et j'ai vécu ces moments spectaculaires où on a fait une conférence de presse, en vrai un peu confidentielle, il n'y avait pas de grands médias, mais ça a été relayé, notamment sur Instagram, par tout un tas de gens, et on a eu 1 million de signataires en moins de 48 heures. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait des signataires toutes les secondes, quoi. C'était incroyable. Et au final, il y a 2 400 000 personnes qui ont signé, c'est-à-dire 1 adulte sur 20 en France. On a posé la question aux gens pour savoir pourquoi ils avaient signé. Beaucoup d'entre eux disent, en fait, nous, on est prêts à changer, mais quand même, on pense que si l'État agit pas, ça va pas marcher. Donc, on soutient ça. Et surtout, on a gagné 2 fois. Première fois parce que l'État a été condamné pour inaction, deuxième fois parce qu'il a été condamné pour réparation du préjudice écologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire au-delà du succès juridique? Ça veut dire que le Conseil d'État, c'est-à-dire en vrai l'État dans l'État, je rappelle que le Conseil d'État est héritier du Conseil du Roi, le seul organe qui a survécu à la Révolution française. Eux, ils sont tranquilles, ils sont bien installés et ils sont très intelligents. Mais comme ils sont intelligents, et c'est quand même mon espoir, c'est que normalement un cerveau intelligent qui lit, pas qui est convaincu, qui lit, devient écologiste. Enfin, c'est tellement documenté, c'est un peu comme refuser la gravité, quoi. Donc, de nier le dérèglement climatique. Donc, je me dis que quand même, ça commence à infuser. Et que un organe aussi important de l'État français, même s'il n'est pas très connu, qu'est le Conseil d'État, en gros, envoie ce message-là, c'est significatif. Et donc, il y a un rendez-vous le 31 décembre. Et si l'État n'a pas rempli ses obligations et réparé le préjudice écologique, spoiler, ça ne va pas arriver, eh bien, il devra être soumis à une astreinte. Donc, en fait, on crante un certain nombre de choses. Et je pense qu'à un moment, on n'est pas à l'abri d'un retournement, parce qu'il va bien falloir qu'il se passe quelque chose. Et là où je crois que c'est important qu'un pays commence, c'est ce que je racontais tout à l'heure sur les banques, c'est que je pense que si la France faisait ce virage-là de manière très exemplaire, en sachant que pour l'instant, elle freine beaucoup sur plein de choses au niveau européen, que ce soit sur les transports, sur l'agriculture ou sur l'énergie, ça ferait bouger les choses. Et donc, je suis pas désespérée. Des fois, je suis vraiment enragée. Et je suis enragée par cette campagne et par le fait que ce débat n'ait absolument pas été à l'agenda. Mais la responsabilité des médias est forte aussi, parce que les journalistes, ils n'aiment pas poser ces questions, parce que c'est quasiment comme dans
Donc look up, hein, parce que ça, non mais les gens ça les saoule, Cécile, c'est un peu anxiogène en plus, puis c'est très technique, enfin tu vois. Parlons du voile, ça au moins on comprend. Voilà. Non mais c'est aussi ça. Et donc moi je pense que tout le monde est responsable dans ce moment-là. Et la manière dont les campagnes électorales sont animées ou sont débattues médiatiquement est importante. Mais que on n'est pas à l'abri du... Enfin le pire est jamais certain. Et c'est vraiment ça qui me convainc qu'à un moment il peut y avoir des moments de bascule. Donc si ça vous convient, en fait, je vous propose de clore cette première partie de la soirée. Donc j'avais 2-3 informations à vous donner. Donc la prochaine conférence, elle a lieu le 5 mai et elle est sur le vélo ce héros. Elle sera avec Jean-Marc Hoffner, qui dirige l'agence d'urbanisme de Bordeaux, Olivier Razemont, qui tient un blog célèbre sur Le Monde et qui a une position, qui a écrit Le pouvoir de la pédale, et Guillaume Martin de B&L Évolution. Donc si tout ce qu'on raconte sur, aussi bien sur les questions de mobilité, mais aussi sur ce que veulent les gens, on a un programme citoyen, on a aussi un programme de proposition, vous pouvez tout retrouver sur notre site forumvimobile.org. Et donc en dernière partie de soirée, vous pourrez visiter l'exposition qui vous sera présenté par donc, le co-directeur du Forum Vimobile, Christophe Gay, qui va tout de suite venir vous présenter la première partie de la deuxième partie de soirée, la performance artistique chorégraphiée par Lacendra Nidja, qui aura lieu... C'est toi qui sais où ça aura lieu. Sous les arcades.